Bonjour, c'est Cybercafé. Aujourd'hui, on se trouve chez Nadine, au lieu de la cyberculture bruxelloise. Et de quoi va-t-on parler dans cette émission? Eh bien de Philippe, qui revient de Cannes du salon 3GSM et va venir nous parler des nouvelles tendances de demain et d'après-demain. Vous aurez droit à une avant-première exclusive, le retour de Sam Fisher, le héros de Splinter Cell. Vous saurez tout sur le Wi-Fi avec Cédric. Laurent Steen, notre envoyé spécial, a découvert l'ordinateur qui s'efface devant l'être humain. C'est beau ça. Et enfin, Yves nous revient d'une nuit blanche passée dans l'enfer tropical de Far Cry. A tout de suite. Bonjour Brice. Brice. Bonjour. Raphaël, comment tu vas? Mais ça va bien, t'es en train de jouer. Oui, j'étais en train de voir un petit clip vidéo là dans le téléphone de Laurent Janos, ça vaut la peine. Je suis génial, ou tu es génial, je t'aime, ou chose comme ça, et vous envoyez le MMS. Eh bien, on va rester dans les téléphones avec Philippe qui vient nous parler. T'as vu comme il est bronzé? Il revient de Cannes. Bah oui, Hein? il a fait beau un jour sur les 3 où j'y étais. Bon, c'est suffisant. Ça suffit visiblement. Mais cela dit, on a bossé quand même. Et on a découvert pas mal de choses. Donc c'est le salon 3GSM qui est le big salon, le majestueux salon du GSM, et la 3e et de la 2e et de la 4e génération quand elle viendra. On a 3 choses à vous dire, 3 nouvelles tendances. La première, c'est un téléphone Philips qui revient dans les GSM. C'est vrai qu'on n'entendait plus beaucoup parler. On parler. n'entendait plus beaucoup parler et reviennent vraiment en force avec plein de choses, avec un téléphone qui se lie à la TV pour montrer les photos qu'on a prises en diaporama par exemple, mais aussi, assez nouveau, sur les téléphones en tout cas, parce que ça existe sur les PDA, c'est un écran tactile. Bon, ça, c'est pas celui-là que je vais vous montrer. On a ça sur certains téléphones, mais il coûte très cher. Mais il coûte très cher. Là, c'est les téléphones qui vont être à moins de 400 €. Donc le principe, c'est, avec ce téléphone, mais vous avez un petit stylet, vous prenez une photo, et vous faites une petite annotation, par exemple, je suis génial, ou tu es génial, je t'aime, ou chose comme ça, et vous envoyez le MMS. Est-ce que tu peux t'en servir pour écrire des SMS? Bien entendu, évidemment, ça c'est la deuxième application qui permet effectivement d'écrire des SMS, donc toujours avec le petit stylet, beaucoup plus facilement qu'avec les 10 touches ou les 12 touches. Il faut s'habituer quand même à la reconnaissance des Moi j'ai ça avec le P800 et le P900, et on s'habitue très bien, ça va, mais c'est vrai que c'est des téléphones très chers. Si Philips permet de mettre ça sur tous les téléphones... Ici, il est prévu à moins de 400 € à peu près, et ce qui est encore cher quand même. Ce qui est encore cher, mais bon, pour avoir un téléphone avec... C'est plus démocratique que les précédents. C'est plus démocratique que les P900 qui sont à 900 € à peu près. Donc voilà, c'est le Philips 759 ou 755. Il y a aussi un modèle un peu plus simple, sans appareil photo, qui sera le 550. Est-ce qu'il y a d'autres tendances Alors, d'autres tendances, c'est le push-to-talk. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est transformer le GSM, qui fonctionne comme un GSM, en talkie-walkie. C'est génial ça. Donc c'est génial. En fait, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect talkie-walkie et l'aspect messenger, messagerie instantanée en quelque sorte. Talkie-walkie, donc ça veut dire qu'on prend le téléphone... autour de toi ou... Pardon? Il parle aux gens qui sont proches de toi? Non, il parle aux gens qui ont un GSM et qui sont reliés et qui sont dans une buddy list. C'est pour ça que je parle de messagerie. En fait, il y a une buddy list, donc une liste d'amis, où tu peux voir quelles sont les personnes, pour autant qu'ils soient raccordés au système. Tu passes par le réseau, donc tu dois payer quand même à chaque fois. Tu passes évidemment par le réseau, ça passera par un système d'abonnement. Et en fait, au lieu d'appeler, de composer un numéro ou d'aller dans la liste de contacts pour faire composer, entends tutut, etc. Ici, tu fais ça. Allô, Brice, pourrais-tu venir s'il te plaît, on va en réunion. Et alors, Brice va entendre. Ce message est envoyé à tout le monde. Et ce message est envoyé soit à Brice tout seul, soit à toutes les personnes qui ont été sélectionnées. Si une personne n'est pas connectée, quand elle se connecte, donc quand elle a allumé son GSM, elle entendra le message directement. Et il est possible évidemment de répondre, mais pas de faire de la conférence. On peut repasser en téléconférence évidemment, mais à ce moment-là par le système GSM normal. Mais ça, premières applications sera plutôt pour des professionnels, donc les flottes de taxis, de bus et des choses comme ça. Mais il y a un jour où c'est clair dans les boîtes de nuit. Voilà, par exemple. Mais il est clair qu'un jour ça intéressera Monsieur Tout le Monde effectivement, et qu'on aura ça sur les téléphones. À la maison, à table les enfants. Voilà. Par exemple. Oui, à ce moment-là, tu prends un babyphone. tu vas pas commencer à appeler. Pour ton fils de 15 ans, c'est ça Oui, un 15-year phone. Voilà. Alors,
Je vous montrais celui-là parce que ce Sony Ericsson, qui n'est pas du tout nouveau, il a quand même reçu l'award du meilleur GSM du monde, selon l'association 3GSM, et il a été couronné. Le T610, il a été couronné à Cannes. C'est pour ça que je l'ai aussi apporté pour vous faire la petite démo. Tu n'as pas pris sa couronne avec? J'ai pas pris sa couronne avec, non. Absolument. Une chose qu'il n'y a pas encore sur celui-là, mais qui aura également bientôt, dans quelques mois, c'est le vidéo message, la vidéo mailbox. Donc au lieu, quand vous appelez quelqu'un, il n'est pas là, il y a un message, vous entendez, je ne suis pas là, laissez votre message comme ça. Eh ben, la version suivante, avec la vidéo, c'est on voit une vidéo de la personne qui dit je ne suis pas là, vous pouvez laisser un message, ou mettre une partie, par exemple, d'un clip musical qu'on aura acheté, évidemment. Hein, voilà. Pour les... Si toi tu ne l'as pas, l'autre ne fait qu'entendre que le son de... Voilà, si tu n'as pas le système, il n'entendra que le son. Et toi-même, si tu as le système vidéo, tu peux également répondre avec la caméra. Tu te prends une au prix d'un MMS, ce sera ça? Ce sera au prix d'un MMS. C'est déjà possible en basse résolution avec le GPRS, en fait, mais les services ne sont pas encore, parce que c'est les opérateurs qui doivent mettre ces services en route et les commercialiser, mais ce sera tout à fait possible. Voir avec le Edge, qui est la version... Quelques filles à qui je vais téléphoner souvent quand elles ne sont pas là. Oui, j'imagine bien, effectivement. Et ça, c'est un peu le truc. Et l'aspect musical est important parce que c'était une des grosses tendances quand même sur le salon aussi. C'est la musique. On parle énormément de musique. Il faut savoir que les GSM, ça va devenir les lecteurs MP3 de l'avenir, de demain, et que tout le contenu, je dirais, il y a Universal qui passe des accords, par exemple, et d'autres via MusiWave, par exemple. C'est revendre effectivement la musique en téléchargement par GPRS ou par Edge, qui est le GPRS amélioré, ou par UMTS. Et tout ça viendra effectivement. Et tout ce dont tu viens de nous parler, c'est disponible quand sur le marché? Tout ça est disponible dans quelques mois, effectivement. C'est pas pour tout de suite, parce que généralement, ce salon, c'est des choses qui... Les GSM Philips, par exemple, c'est prévu pour la fin de l'été. Le push-to-talk, c'est prévu, en tout cas chez Mobistar. Proximus ne dit rien pour l'instant, mais ils sont occupés avec leur mise en bourse de Belgacom, donc ils se taisent un peu sur tout ce qu'ils veulent faire. Mobistar, c'est pour avant la fin de l'année, en tout cas, avant fin 2004, c'est certain. Tout ça va arriver. Et la vidéo-messagerie, c'est pas encore pour tout de suite, mais ça viendra certainement. Ça, c'est les opérateurs qui peuvent décider. Mais c'est possible avec du GPRS, effectivement. Je sais que vous en mourrez d'envie, mais soyez encore un petit peu patient, tout ça va arriver. Avec un nouveau Sam Fisher au mieux de sa forme. Alors Gilles, ce nouveau Sam Fisher. Oui, on a le grand retour du roi de l'infiltration, donc Sam Fisher, l'espion qu'on avait connu dans ce jeu à succès d'Ubisoft. C'est pas votre jour, on dirait. J'ai jamais été très doué pour les simulations. Je viens d'avoir la NSA. On a un problème au Timor oriental. Quel genre de problème? Un gros problème. Donc c'est un gars qui travaille pour la NSA, donc l'organisation secrète d'espionnage, justement, qui réhabilite un peu le mythe du super espion, comme ça, envoyé en territoire ennemi, bardé de gadgets, le surhomme. Voilà, vraiment le nouveau James Bond. Le nouveau James Bond, mais beaucoup plus balèze quand même. Splinter Cell, c'est écrit par Tom Clancy, qui est quand même un auteur de science-fiction et de polar d'espionnage. Extrêmement très donc il y a un réel scénario. Il y a un réel scénario, et en tout cas, Tom Clancy a fait déjà pas mal de jeux dans le genre, et donc c'est vraiment une formule qui marche. Et ici, donc, on retrouve toute la cohérence de cet univers avec un nouveau Sam Fisher au mieux de sa forme, puisque dans cette nouvelle version, en tout cas, elle reprend tout ce qui avait plu à ces fait le succès de la première millions de joueurs. C'est toujours un jeu d'infiltration. Il n'y a pas de passage où on va détruire et tuer, tirer dans tous les sens. On est toujours. C'est toujours un jeu d'infiltration à la troisième personne, donc façon Lara Croft, mais en tout cas, contrairement à elle, exempt de défauts, on va dire. Exempt de string. Oui, aussi, et d'attributs main. Mais en tout cas avec une jouabilité tout à fait extraordinaire. Ici, qu'est-ce qui change concrètement par rapport à la première version? Est-ce qu'il y a de nouveaux mouvements qu'on peut faire? Eh bien, les développeurs ont entendu les fans qui pleuraient pour justement exploiter encore plus toutes les qualités physiques de ce Sam Fisher. Donc ici, il y a des nouveaux mouvements. Contrairement à la première version, ces fameux nouveaux mouvements ont vraiment un sens dans le jeu. Par exemple, avant, il y avait le grand écart à la Jean-Claude Van Damme, qui était juste un petit peu un effet de style qu'on faisait pour s'amuser. Maintenant, ce grand écart est un peu revu.
permet de s'appuyer comme ça entre deux murs et monter progressivement en hauteur. Ah oui, donc avec les murs serrés, hop, 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 devant une cheminée. Oui. À propos de hauteur, justement, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un soin tout particulier aux cartes de jeu qui sont maintenant vraiment de plus en plus vastes. Et puis ils sont aussi à l'extérieur. À l'extérieur. Ils restent plus tout le temps dans des caves et des cours. Aussi grand soin particulier. Il y a même des scènes où ils s'accrochent dans des trains. C'est vraiment ça dingue. fourmille de détails, c'est ça. On n'aura pas l'impression, en tout cas de prime abord, d'être bluffé comme on l'avait été peut-être avec la première version. Mais on n'a pas non plus l'impression de déjà vu, quoi. Non, puisqu'il y aura toute une série de nouveautés significatives et encore plus agréables pour jouer avec ce Sam Fisher. Et il va y avoir une nouveauté en plus dont on parlera un petit peu plus tard, voilà. C'est quoi? Pour ce qu'on en sait par rapport à ce qu'on a essayé, de la fameuse nouvelle version multijoueur. Donc maintenant, Splinter Cell va pouvoir être jouable en multijoueur. Mais Gilles, je t'arrête tout de suite parce qu'on fera refaire un test par Yves de la version multijoueur et on vous en reparlera quand on l'aura testé. On va pas trop s'emballer là-dessus. Voilà. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura deux modes de jeu qui vont s'affronter, un à la troisième personne, un à la première personne. Donc il y a vraiment un gros travail au niveau de la jouabilité. Ça sera bien. Voilà, on n'en dit pas plus. Mais ici, par exemple, au niveau de la qualité, là, on le voit sur le train. Sur les images. Non, la qualité d'image, c'est incroyable. Cette petite ceinture qui flotte dans l'air. Voilà, par exemple, les costumes sont animés ou les décors, il y a des feuilles, des plantes. On se demande d'ailleurs ce que c'est les plantes. Enfin, moi, je sais ce que c'est. Je te dirais, c'est les cigarettes qui font rire. Ah, d'accord. Et puis aussi la gestion de l'éclairage, ce qui avait fait le succès de Splinter Cell, puisque c'est quand même basé. C'était un des premiers qui utilisaient cette technique. Vu que c'est basé sur un principe d'infiltration, tout ce qui dépend de la lumière, du bruit, du son est tout à fait remarquable. D'ailleurs, à propos du son, je veux dire, à partir du moment où on a la chance d'entendre ça sur un système 5.1 qui gère, en tout cas, le son en surround, là, ça prend Tu entends les méchants Ça prend une dimension supérieure, parce que justement, on ne cherche plus du regard les ennemis, on les entend arriver, tout devient problématique, le bois, les surfaces sont importantes. D'ailleurs, Laurent Jadot, notre éditeur, c'est son jeu préféré, il nous a confié qu'il avait eu peur. Il n'endort pas d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il n'endort plus à l'approche de ce nouveau Splinter Cell. Alors, vous allez aussi pouvoir avoir peur, n'est-ce pas? Voilà, exactement, puisque nous aurons donc 5 exemplaires pour la version Xbox à gagner, parce que Splinter Cell est sorti sur toutes les plateformes. Voilà. On aura 5 exemplaires pour la version Xbox à gagner, et pour cela, il y aura un mot-clé. Ce sera poisson. Fisher. Poisson. Ah oui, poisson. Poisson, 5 exemplaires pour la version Xbox. Donc, cybercafé.tv, poisson, et vous aurez peut-être la chance de remporter. On vous montrera en fin d'émission comment participer au concours si vous ne trouvez pas. Alors, on va pas revenir sur ce qu'est le Wi-Fi cette semaine. Alors, on va pas revenir sur ce qu'est le Wi-Fi, parce que tout c'est connexion de sans fil, par Internet, tout ça. Bon, on va pas revenir là-dessus. On va se poser la question, à quoi ça sert aujourd'hui le Wi-Fi? Ça sert à aller sur Internet, ça sert à créer des réseaux domestiques, ça sert à se connecter à des réseaux en entreprise. Voilà, avec le Wi-Fi, tu peux te connecter entre ordinateurs, entre ton ordinateur et Internet, mais aussi entre ton ordinateur et une imprimante, ou entre ton ordinateur et des appareils qui peuvent afficher des vidéos sur ta télé ou diffuser de la musique dans ta chaîne Wi-Fi. Il y a des lecteurs MP3 Wi-Fi maintenant. C'est un peu cher. Hein. Ah oui. Ça reste un peu cher. Enfin, le Wi-Fi aujourd'hui est de plus en plus utilisé, et dans les entreprises aussi. Alors, il y a des fournisseurs d'accès Wi-Fi maintenant en Belgique. Il y en a 4, enfin il y en a 3 je vais dire, parce qu'il y en a 2 qui sont pilotés par Belgacom. Un Proximus, l'autre Belgacom Skynet, qui offre des connexions gratuites encore pour l'instant, mais réservées aux seuls abonnés ADSL de Skynet. Donc ils peuvent aller dans des lieux publics de Bruxelles qui sont couverts, et partout. Il y en a en Wallonie et plein en Flandre également. La Wallonie n'est pas très bien servie encore pour l'instant. Et donc que fait-on? On arrive dans cet endroit, on capte le réseau de Belgacom, on se connecte avec son nom d'utilisateur et son mot de passe, et on a accès à Internet comme si on était à la maison, avec une vitesse qui est à la limite un petit peu plus élevée que ce qu'offre la DSL. Il y a 2 réseaux privés, Synfilo qui a été racheté par Telenet, c'était un réseau qui nous vient de Flandre, vraiment une petite ville de Flandre, à Celle je pense, et qui va devenir maintenant national puisqu'il a été racheté par Telenet, et puis Swisscom qui s'adresse là... plutôt aux hommes d'affaires. Tout à fait, c'est dans les aéroports, dans les grandes gares, dans les hôtels. Est-ce qu'une concurrence comme celle-là va amener des prix plus bas progressivement? Je dirais que non, parce qu'il y a une sorte d'entente d'oligopole comme ça entre tous ces acteurs pour l'instant. Il faut savoir que ça coûte entre 8 et 15 € l'heure de connexion. Cela dit, il y a beaucoup d'access points qui sont gratuits. Beaucoup d'access points qui sont gratuits, comme à Bruxelles, une initiative du CIRB, donc de la région bruxelloise, en partenariat avec Réseau Citoyen, et qui va permettre d'offrir un accès à Internet sans fil gratuit, mais c'est encore en cours d'installation. Tout à fait, ça pourrait venir dans les mois qui viennent, mais c'est encore assez nébuleux pour l'instant. Il faudra peut-être attendre, à mon avis, les élections régionales pour que ça devienne réalité, mais c'est pour dans quelques mois, tout à fait. Alors ça pourrait vraiment apporter de la concurrence dans la capitale en tout cas, puisqu'il y aurait un fournisseur gratuit et des fournisseurs payants qui offriraient la même chose. Donc,
baisser les prix d'un côté. Voilà. Alors un des inconvénients du Wi-Fi, comme ce sont des ondes radio, elles portent à une cinquantaine de mètres à travers les murs. Donc le voisin peut un peu aller choper sur le voisin ou les espions. Comme voilà. On peut par exemple se promener dans les rues de Liège, dans les rues de Namur ou dans les rues de Bruxelles et capter tous les réseaux, se connecter sur les réseaux d'entreprise. C'est extrêmement dangereux. Et alors il n'y a pas moyen de ça sécuriser ça Alors il y a plein de moyens de sécuriser. On va commencer par le plus simple, un mot de passe pour accéder au réseau. On peut aussi cacher le nom de ce réseau. Par exemple, quand on arrive dans un lieu public, on peut cacher le réseau et comme si on captait une radio finalement, voir le nom de ce réseau apparaître un peu comme sur le RDS d'une radio. C'est ce qu'on appelle le SSID. On peut cacher ce SSID, donc il faut connaître déjà le nom du réseau en plus du mot de passe. Ah oui, d'accord. Il faut savoir quand on vient chez moi qu'il faut mettre Cédric pour pouvoir se connecter au réseau. On va tous venir chez pour toi. Les espions dans ton quartier. Alors il y a le web aussi pour crypter les données, pour éviter qu'on aille utiliser les satellites pour lire ce qu'on fait, lire notre courrier électronique, etc. Voilà, mais le web c'est un algorithme d'encryption. Il y a deux qualités, il y a 40 bits, 128 bits. Le problème c'est qu'il y a des logiciels aujourd'hui libres qui permettent de en espionnant le réseau. Pendant 2-3 heures, tu le casses et tu rentres dedans. Alors aujourd'hui, il y a un nouveau standard d'encryption qui vient de sortir, qui lui est bien plus solide, qui s'appelle WPA et qui vient d'être lancé comme standard. Mais malheureusement, les anciennes bornes doivent être mises à jour. Tout à fait. Donc les nouvelles bornes sont un petit peu plus chères que les précédentes. Donc il faut toujours investir dans ces nouvelles technologies. Il est très difficile de mettre une borne à jour, à part les bornes qu'Apple propose et US Robotics, mais qui sont un petit peu plus chères que les autres. Alors il y a un autre moyen de gérer son réseau aussi, c'est que chaque ordinateur a une adresse MAC pour pouvoir, ce qui n'a rien à voir avec Apple, c'est une adresse qui est comme c'est le numéro de série de la carte Ethernet en fait. Et donc en connaissant ce numéro d'adresse, on peut limiter son réseau à toute une série de cartes, donc à par exemple son ordinateur principal et son ordinateur portable ou à son Palm, etc. Ah oui, donc il reconnaît la connexion. En quelque sorte, il reconnaît l'identifiant unique d'une machine pour lui donner l'accès au réseau. Et donc là, il n'y a pas de piratage possible. Okay. Alors la plupart des utilisateurs des fournisseurs d'accès pour l'instant utilisent le Wi-Fi pour se connecter à Internet et se connecter sans fil. C'est très très bien, mais si on ne veut pas que le voisin utilise toute la bande passante et tout le trafic auquel on a droit tous les mois, qui est de 15 gigas ou 20 gigas, ça dépend un petit peu des connexions, mais il faut faire très attention, sinon c'est le voisin qui va manger la facture et qui va manger toute la connexion du mois, et nous on va devoir payer la facture ensuite. Le sans fil, c'est la liberté, mais si vous ne voulez pas vous faire espionner, apprenez donc à le faire sécuriser. Le Bursk-Coburg a pensé à des gens comme vous. Jean-Marc, monsieur Tourné-Monté. Oui, c'est moi. Qui vient, tu as quelque chose, tu l'as monté et tu viens nous en parler. Mais c'est là que je fais hop, 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 parce que je voudrais vous prendre 30 secondes du temps, qui est précieux comme on le sait, pour faire un petit autant pour moi, mais à culpa rectificatif, parce que, souvenez-vous, il y a 2 semaines, je vous ai parlé manga, animé, Atanima, etc. Oui. Et j'ai dit un peu une bêtise. En parlant de Raxefon, cette espèce de série télé japonaise qui est passée au festival animé, en disant que ça n'était pas distribué. Je me suis planté, je le dis à tout le monde, je me suis trompé. Et Dybex, une boîte de distribution et de production, a les 26 épisodes de Raxefon et ils seront dans le commerce dans le 3e trimestre 2004. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle et je tenais à rectifier la vérité vraie. Et nous passons à ce qui nous anime aujourd'hui. Parce que je sais que vous deux, en général, 2 jeudis par mois, vous êtes chez vous, le soir, vous emmerdez un peu en disant mais bon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire ce jeudi? Si on allait chez Jean-Marc, on irait bien au Bursk-Coburg. Vous dites ça ou vous essayez de vous repasser Friends en boucle? Exactement. Je sais. Le Bursk-Coburg a pensé à des gens comme vous. Et 2 jeudis par mois, qu'est-ce qu'ils font? Une bonne soirée. Des tournées montées. Non, ça c'est moi qui l'ai fait. Eux organisent un truc, un prétexte pour que j'aille. Voilà, c'est marqué. Un prétexte pour que moi j'aille tourner un truc monté, monté. Donc c'est les soirées Photones. D'accord. C'est là que vous dites. Qu'est-ce que les soirées Photones? J'aime bien quand vous suivez bien tous les deux. Les soirées Photones, donc c'est 2 jeudis par mois. La prochaine a lieu ce jeudi, donc le 11 mars, et c'est une soirée concept, comme seul le Bursk-Coburg les organise. À savoir, ça commence à 22 h. J'adore déjà parce que c'est un peu comme dans les films à New York, parce que devant le Bursk-Coburg, maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, même quand c'est gratuit, c'est le cas des soirées photos, il y a une petite file devant. Oui. Ça fait très j'ai réussi à rentrer, event, voilà. Mais tout le monde peut y aller, et la file, en fait, une fois qu'on est dedans, ça va assez vite, enfin ça c'est un détail. Une fois que vous êtes dedans, ça commence donc vers 22 h. C'est des acteurs qui font la file, voilà, c'est totalement bidon, mais... C'est une sorte de teasing comme ça. Et une fois que vous êtes dedans, la salle est jonchée de poufs, spécialement conçus pour... Ah, tu veux dire le meuble? Oui, non, c'est pour s'asseoir.
peut on va s'asseoir sur les autres aussi, mais c'est pas rester curique. Donc c'est des dépend, il y a parce que c'est il y a des la soirées poursuite. à géométrie variable, à savoir qu'on commence horizontale avec des musiques plutôt ambient, DJ, Ah, on soft. commence horizontal. Voilà. En boîte d'habitude c'est l'inverse. Tu Oui, commences ah ben debout, là, tu arrives. le Beurre a décidé de faire autrement. Donc ça commence en général à 10h du soir, horizontal, cool, soft et tout ça. Et au fur et à mesure du temps, ça se relève. Et alors, Et à 9h t'es debout, tu vas bosser. voilà, c'est ça. Presque parce que l'organisateur m'a dit que la dernière fois, donc celle que j'ai filmée, je ne suis pas resté jusque-là parce que j'étais un petit peu fatigué, Ouais. ça s'est quand même dans une verticalité dansante sur les tables. D'accord, bien Voilà. ajusté. Et alors, ce label Photones, Photone, c'est quoi en fait Photos, donc c'est un label de musique plutôt C'est techno, photo plutôt et tones, dance. c'est image et son. Photones. Oui, bah oui. Il y a parce un que jeu de mots là-dedans. forcément, il y a de la musique électronique, mais il y a aussi du VJing, il y a du laptop et des projections. Et donc, ce jeudi, vous aurez droit à, je lis mes notes parce que c'est quand même un peu, à Fisheye, un duo gantois qui a déjà fait parler de lui dans les I Love Techno, 10 Days of Techno, etc. Suivi de Kiesel, Cédric, Isergic et FKL. Du speedcore le plus rêve qui soit. Voilà, donc c'est l'occasion d'aller un peu s'étendre et puis se trémousser avec des DJ et des VJ qui sont à chaque fois différents. Donc je ne peux pas vous prétendre que ce sera le top du top, mais je pense que ça a le mérite d'exister d'une part et de proposer en tout cas 4 à 5 événements dans une soirée avec des poufs qui sont fournis. Donc, vous aimez sortir, vous ne faites rien ce jeudi, vous aimez les poufs, Cover. J'adore parcourir le web à la découverte de nouvelles idées. Brice Le Blevnek nous présente ce soir quelques Geek News. Et oui, je suis un geek, je me confesse, je suis un geek et j'adore parcourir le web à la découverte de nouvelles idées et souvent des idées technologiques. Alors Raphaël, sais-tu ce que c'est qu'un blog? Oui. C'est quoi? C'est pas là où tu un peu ton journal que tu diffuses sur Internet. C'est une des grandes tendances du net aujourd'hui, les weblogs ou blogs, c'est la possibilité de chacun d'aller publier son journal intime en ligne, des informations, enfin tu peux y mettre ce que tu veux. Eh bien une des grandes tendances de l'internet aujourd'hui, c'est le social blogging. Alors c'est quoi le social blogging? Qu'est-ce que le social blogging? Eh bien ce sont des blogs de groupe en gros. L'idée est lancée par une société qui s'appelle Funchain. Et c'est un moteur comme blogueur sur lequel tu peux aller créer ton blog mais aussi le partager avec tes copains. Donc en gros ce que tu vas faire c'est que tu vas dire moi je m'intéresse à tel et tel sujet technologique ou culturel et d'autres personnes qui ont les mêmes goûts que toi pourront aussi dans ton blog aller publier des articles. Comme des forums avec à sujet, non? Oui, mais ça se présente vraiment comme un blog, comme un site avec la date, l'heure, l'auteur de chaque article, le contenu de l'article. Ça ressemble un peu à certains moteurs de portail, on va dire ça. Mais l'idée là, c'est de faire du social blogging, donc par exemple d'écrire des cadavres exquis, où chacun va écrire un épisode d'une histoire, ou de voilà. Donc chacun peut écrire un article. Donc c'est le social blogging, c'est une révolution parce qu'on y retrouve eh bien ce qui a fait le succès des sites de social networking comme Orkut, dont on a parlé la semaine passée, Friendster, Netster, il y en a beaucoup. Et bien là, l'idée, c'est du social networking, tu peux faire quelque chose d'utile, écrire un blog. Et voilà où tu peux aller publier tes morceaux de romans. Ben, on voit les idées. Il va mettre ses nouvelles. Tout à fait. Alors une autre tendance que j'ai trouvée géniale, c'est ce qu'on appelle la géolocalisation. Voilà, la géolocalisation de blogs sur l'internet. En fait, c'est un site qui s'appelle geourl.org qui a lancé l'idée toute simple de rajouter dans ta page web eh bien, 2 lignes de code, c'est très simple, 2 lignes de code avec la latitude et la longitude de là où tu habites. Si tu veux savoir ta latitude et ta longitude, tu vas sur Maporama.com, tu tapes ton adresse et puis tu vas en dessous latitude, longitude et tu mets ça dans ta page web. Ensuite tu vas sur le site GeoURL, tu inscris l'adresse de ta page web comme sur Yahoo ou sur Google. Et puis après, c'est là que ça devient génial, tu peux commencer à aller chercher les sites autour de toi. Et tu peux découvrir par exemple le site web de ton voisin que tu ne connaissais pas ou des gens dans un rayon de 10 km autour de là où tu habites. Donc tu peux naviguer géographiquement dans les sites internet. C'est une idée géniale. Pour ça, il faut juste rajouter 2 lignes dans votre blog. Parce que si ça se trouve, ton voisin a le même centre d'intérêt que toi et t'en sais rien. Ou alors il a des centres d'intérêt tout à fait de gros seins. C'est toujours intéressant dans le voisinage. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la géolocalisation. Alors un truc dont on a déjà beaucoup parlé, toujours dans les nouvelles idées géniales, donc c'est social networking. Ce sont des sites comme Friendster, Netster, Orkut. Tu dois aller t'inscrire et puis dans la base de données, tu dois dire l'adresse de tous tes amis. Et puis si tu es dans plusieurs sites comme ça, tu dois le recopier 10 fois. C'est chiant. Eh bien aujourd'hui, il y a un autre système qui est un standard de l'Internet, un standard basé sur le standard XML et qui est très très simple à utiliser, ça s'appelle FOIF. Comme quand je l'ai lu, j'ai
faire un jeu de mots. Ça s'appelle FOIF. D'ailleurs, le site s'appelle FOIF Project. Et FOIF, c'est Friend of a Friend. Donc, ami d'un ami. Alors, l'idée, elle est toute simple. Dans une page, vous allez décrire votre personne, mais il y a des tags standards utilisés. Vous allez, j'aime tel type de livre, j'aime tel type de cuisine, j'étais là, j'habite dans quel coin. Enfin, comme sur les sites de social networking. Et tu vas mettre la liste de tes amis avec simplement leur nom et leur URL. C'est tout. Tu uploads ce fichier qui est au format XML sur ton site web, et puis tu peux aller l'inscrire dans des moteurs de recherche. Et là, l'idée, eh bien, c'est d'avoir plein de logiciels, de faire du social networking, mais en utilisant les mêmes données qui sont sur ton site. Donc tu auras, par exemple, sur le site FOIF Explorer, bah, tu vas pouvoir aller voir mon site, et puis du mien, aller voir celui de plein d'amis, puis de plein d'amis de mes amis, etc. etc. Donc c'est une espèce de standard. Une toile qui se tisse et... C'est l'idée du social networking appliquée à l'ensemble de l'Internet. Et tout le monde pourra faire son moteur de recherche comme Google, Yahoo, qui fonctionne sur les mêmes données. S'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, qui vont s'inscrire là, à la fin, ça va devenir un petit moteur de recherche. Puisqu'il y aura... Tu peux avoir des moteurs de recherche qui vont crawler comme Yahoo et passer d'un site à l'autre et un jour trouver des millions et des millions de sites. Voilà. Eh bien, si on a encore un tout petit peu de temps... mais nous n'avons plus de temps, donc c'est dommage parce que j'avais un truc qui était génial. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Bon, la semaine prochaine, Brice revient avec d'autres Geek News. Après la pub, Far Cry, un petit livre et des jeux pour filles sur téléphone portable. A tout de suite. Vent, je respire ta fraîcheur. Vent, je te sens sur ma peau. Pourrais-je t'attraper ? Maintenant, vous pouvez aussi souvent que vous le voulez. Vivez la fraîcheur naturelle du plein air grâce au nouvel adoucissant Lénore Plein Air. Je me sens bien en Lénore. J'aime l'hiver, mais pas pour ce qu'il fait à mes cheveux. Le vent et le chauffage les rendent tellement secs et statiques. Maintenant, il y a Pantene Pro V soins réparateurs et protecteurs. Sa formule pro-vitaminée soigne les effets néfastes de l'hiver et laisse les cheveux plus lisses et plus doux. Abîmé par l'hiver, soigné par Pantene Pro V. Ah oui, cette bronchite. Et cette coupure, une chute de vélo. Cette période difficile avec ces maux d'estomac. Aujourd'hui, c'est le stress et ma tension en caisse. J'avais oublié la moitié de tout ça. Mais mon médecin, lui, se souvient de tout. Tout est là, dans mon dossier médical global. Avec toutes ces infos, il me soigne mieux, plus vite et moins cher. Sans parler de la prévention. Votre dossier médical global. Conservez votre passé médical. Ouvrez-le vite chez votre médecin de famille. Profitez de la fraîcheur unique de l'extérieur. Ah, ce n'est pas donné tous les jours. Voilà pourquoi aujourd'hui, il existe en plus de votre Dash classique, Dash plein air. Votre linge est éclatant de propreté et respire la fraîcheur du linge séché à l'extérieur. Nouveau Dash plein air, aussi blanc que Dash. Non seulement c'est très beau, mais en plus ça offre des environnements vraiment immenses. On est de retour et Yves nous a rejoint avec un jeu paradisiaque. Oui, Far Cry, un jeu dont on avait déjà parlé il y a plus ou moins un mois. On avait rapidement parlé de ce jeu-là. Le jeu qui se passe sur des îles multijoueurs. Exactement, voilà. C'était à l'époque de la phase de bêta-test du jeu en multijoueur. Mais il allait sortir. Voilà, et maintenant, aujourd'hui, il sort là dans 15 jours et donc on a reçu une version complète de dont je viens vous parler aujourd'hui. Je me souviens d'images tout à fait hallucinantes avec des végétaux incroyables. La première chose qu'on constate quand on regarde le jeu, c'est la beauté graphique, l'excellence technique du jeu. Non seulement c'est très beau, mais en plus ça offre des environnements vraiment immenses. C'est gigantesque. On a un champ de vision très lointain, ce qui est très difficile à faire en 3D, puisque le nombre de polygones dépend du nombre d'objets à l'écran. Ils ont résolu ça, c'est incroyable. Surtout qu'ici, ils n'ont pas d'image de fond, donc il n'y a pas un bitmap de fond. Non, ici, tout ce que tu vois, c'est réellement modélisé. Donc, caractéristique de ce jeu, c'est justement cette longue distance et la liberté d'action que ça entraîne, qui est vraiment la grande force, parce que bien sûr tu as des objectifs, comme dans tout FPS. Quel est le but de ce jeu? Ici, pour réaliser tes objectifs, tu suis le chemin qui te convient. Donc tu peux très bien prendre par l'est de l'île comme par l'ouest, ou par le centre, monter sur la montagne. Tu ne suis pas un scénario vaguement scripté. Tu as vraiment une liberté totale. Et alors quel est le but? Quel est le but du jeu? Quel est le but du jeu?
l'histoire, donc en gros tu es Jack, qui est un ancien baroudeur qui a pris un peu sa retraite anticipée. Jack Kerouac alors. Voilà. Jack Kerouac qui a pris sa retraite anticipée et qui vit un peu à la fraîche dans le Pacifique Sud et qui, sur son bateau, conduit des touristes dans les îles. Et là, il reçoit un appel d'une journaliste qui voudrait bien aller voir une île un peu, enfin un atoll d'îles un peu retiré comme ça. Il a à peine déposé cette journaliste au bord de la plage que, boum, il reçoit un coup de roquette dans son bateau. Il est à l'eau et voilà. Il est fâché là. Il est fâché, il n'est pas content. Et là, bon, je vous en dis pas beaucoup plus, mais bon, il va avoir affaire à toutes sortes de mercenaires. Et on voit que tu peux conduire des bagnoles, tu peux conduire... oui, justement, ça c'est... ça te plaît, hein, qu'on peut conduire des bagnoles. Oui, c'est clair, mais il y a plein de véhicules, donc tu peux conduire des bateaux, donc c'est sur mer, sur terre, avec les différents véhicules, mais aussi dans les airs. Il y a même un moment donné où tu peux conduire un deltaplane. Et en fait, c'est ça qui est bien, parce que tu n'es pas obligé. Tu peux très bien conduire, par exemple, conduire un deltaplane, je ne sais pas si on conduit un deltaplane, piloter un deltaplane, et tu peux très bien choisir de ne pas le faire et, par exemple, descendre de la montagne et passer par un ouest. Donc tu as vraiment cette liberté d'action-là. Est-ce que les climats varient? Est-ce qu'il pleut, il y a de la neige? Non. Est-ce qu'il fait jour, il fait nuit? Non, il n'y a pas vraiment... Si, il fait jour et nuit, mais ça ne change pas en temps réel. Il n'y a pas encore d'effet atmosphérique. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien voir dans les jeux. L'autre caractéristique de ce jeu, et qui justement est induite par cette grande surface, c'est l'intelligence artificielle des ennemis. Parce qu'ici, justement, ce n'est pas scripté, puisque les développeurs ne pouvaient pas savoir où tu allais te trouver et comment tu allais... Les ennemis te suivent? Ils mènent une vie propre et ils ont des réactions qui sont tout à fait propres et qui ne sont pas scriptées. C'est vraiment ça, une des grandes forces, un des grands plaisirs du jeu. Parce que tu peux très bien choisir, je ne sais pas, de les sniper, et ce qui va les faire réagir d'une certaine façon, ils vont se mettre à couvert. Ou alors les sniper, c'est les tirer de loin. Oui, ça c'est pas propre aux jeux vidéo, donc ça je connais ça. Ou alors tu peux y aller d'une manière un petit peu plus franche, un peu plus bourrine, et donc ils vont développer des stratégies tout à fait différentes, avec des classes de personnages chez les ennemis aussi différentes. Certains qui vont plutôt se cacher, et d'autres qui vont chez... Il y a des chefs parmi les ennemis qu'il vaut mieux abattre avant d'autres. Donc vraiment, c'est un jeu... Une gestion dynamique des lumières aussi, je vois. Ah oui, ça, tout à fait. Donc, pour conclure, pour toi, c'est un bon jeu? Tu as pris du plaisir? Oui, c'est vraiment actuellement, c'est le meilleur FPS de l'année. Oui, carrément. Pour le moment, oui. Il est vraiment d'un niveau des futurs Doom 3, parce que là, on voit beaucoup d'images en extérieur, mais aussi des intérieurs qui sont vraiment magnifiques également. Alors là encore, on en aura 5 à vous faire gagner, 5 jeux pour PC. Alors on va choisir un mot de passe, ce sera Paradis, comme donc à vos PC, www.cybercafé.tv. Brice, mon pote Pierre-Yves est architecte. Bien, ton pote Pierre-Yves, probablement qu'il dessine sur ordinateur les plans des maisons qu'il vend à ses clients. Avec des logiciels de 4cam. Oui, AutoCAD, Minicad, il y en a plein. Mais ton pote Pierre-Yves, peut-être qu'il travaille aussi une grande partie de la journée sur sa planche à dessin, avec son crayon, ses grandes feuilles de papier. Sa gomme. Et je suis sûr que ton pote Pierre-Yves, il adorerait que l'ordinateur disparaisse, qu'il n'y ait plus de souris, plus de clavier, qu'il puisse simplement contrôler l'ordinateur avec son crayon. Sur sa planche à dessin, ça, c'est possible. Que l'ordinateur soit invisible et qu'il comprenne tout seul ses petits croquis et fasse ses plans à sa place. Ce serait merveilleux, ça. Ce serait merveilleux. Eh bien, Laurent Steen a fait un reportage là-dessus. On va se regarder ça tout de suite. Nous sommes dans le couloir du bâtiment 52 de l'Université de Liège, dans le département d'architecture. Au bout de ce couloir se trouve le Lucid Group, un laboratoire de conception assisté par ordinateur. Nous travaillons sur la définition des interfaces homme-machine nouvelle génération qui visent à rendre la communication entre l'utilisateur et le système informatique le plus naturel possible. Jean Leclerc est assis derrière un bureau virtuel, en fait une table digitale sur laquelle 2 projecteurs projettent l'environnement informatique dans lequel on va travailler. C'est dans cet environnement ergonomique que l'on va vous faire la démonstration du projet Esquisse, développé en parallèle de ce bureau virtuel par l'équipe du professeur Leclerc. Un système de Smart Sketch, c'est-à-dire d'interpréteur de croquis à main levée, qui s'adresse dans un premier temps aux architectes. Donc l'utilisateur se trouve face à son environnement naturel de travail, c'est le contexte du bureau virtuel qui est développé ici. L'objectif est de le mettre dans ces conditions tout à fait traditionnelles. Il a un stylo en main et il est attablé à un bureau. Sauf que dans ce cas-ci, le stylo est électronique et le bureau est en fait composé de feuilles de papier digitales. L'objectif est de retrouver la créativité tout en
bénéficiant d'un support informatique qui va interpréter votre croquis en données numériques. Démonstration avec l'esquisse d'un bâtiment de 2 étages assez simple. Ceci est un plan d'un petit immeuble de bureau avec ici au niveau du rez-de-chaussée une zone technique. Il y aura l'accueil ici dans une rotonde vitrée, un ensemble de colonnes qui supportent le niveau supérieur, donc on passe sur le calque supérieur qui est couché ici et sur lequel on a l'ensemble des bureaux eux-mêmes qui sont alignés, un petit hall pas perdu. À l'étage, on va chercher le plan supérieur. En sortant de l'ascenseur, on est sur une toiture terrasse et on se rend ainsi à midi pour aller déjeuner au restaurant supérieur. Dans ce cas-ci, l'architecte exprime la géométrie de son bâtiment, donc il la dessine, il place les fonctions du bâtiment, il met les légendes signifiant qu'à tel endroit on a un espace bureau, à tel endroit un restaurant, etc. Et le système va interpréter la forme, va interpréter ces légendes un modèle virtuel architectural qui est donc un ensemble cohérent d'informations, de connaissances qu'il va compléter, puisque je ne lui dis pas tout ici, je mets juste ce qui est spécifique à mon projet. L'ordinateur crée ainsi en temps réel une interprétation synthétique. Les petits ronds ont été reconnus comme étant des colonnes, les doubles traits comme étant des murs et les simples traits des vitres. Il crée également une interprétation topologique du bâtiment, grâce notamment à la reconnaissance par le système des différentes légendes utilisées. L'ordinateur parvient ainsi à véritablement synthétiser le croquis. Ici, des 17 352 points capturés lors du dessin, on passe à 3 153 points de référence. Et le plus étonnant, c'est ceci. Au fur et à mesure que je dessine, le système construit la maquette tridimensionnelle et permet à tout moment d'aller me promener à l'intérieur, d'aller le visiter, le montrer à mon client qui est à côté de moi, qui m'a observé. Et voilà, je vous en prie, entrez, allons voir comment, tel que je viens de les imaginer sur mon papier calque électronique. Alors comment ça marche? Eh bien le système repose notamment sur une série d'agents, des petits programmes informatiques qui vont travailler de manière autonome à différentes tâches de reconnaissance. Il compare ensuite leurs résultats et le meilleur l'emporte. Je vais tracer une collection de petits traits verticaux parallèles. On voit qu'effectivement, un des agents qui a pour mission de reconnaître les hachures l'a identifié comme la matière première pour lui, qui s'inscrit ici dans la colonne. On voit qu'il a reconnu ça. Mais il est en concurrence avec d'autres agents, notamment l'agent des légendes qui repère les lettrages que j'ai pu décrire ici sur mon dessin, donc les légendes. Et lui a reconnu cette collection de petits traits verticaux comme une collection de lettres I. A priori, les lettres I devraient l'emporter car très réalistes, si ce n'est qu'un troisième agent vérifie dans un dictionnaire et découvre qu'il n'existe aucun mot de 5 lettres I qui va l'emporter et qui s'affiche donc comme un objet indépendant. On était en cours de travail, donc on va poursuivre ensemble. Et dans ce cas-ci, on va terminer la conciergerie. Donc je vais tracer, voilà, en temps réel. Je trace un petit mur par ici, un autre là-bas. Je vais lui indiquer par une légende ici un CH pour lui signifier que c'est la chambre. À côté, on va placer la salle de bain. Et puis en dessous, on va écrire que ce sera l'espace du salon pour lui. En temps réel, intégré point de vue technologique, point de vue fonctionnel, y compris dans la maquette 3D où les parois se sont adaptées, où la technologie constructive s'est adaptée. Le logiciel va en effet lui-même adapter la hauteur d'allège, c'est-à-dire la hauteur des fenêtres dans la salle de bain, pour préserver l'intimité du propriétaire. En fait, l'ordinateur réagit comme s'il était un architecte. Il dispose d'une base de données, son savoir implicite, il sait donc quel type d'architecture il faut mettre en œuvre pour une salle de bain par exemple. L'utilisateur peut déjà obtenir une première évaluation du bilan énergétique, tout cela sans passer par la lourdeur des logiciels techniques. Une fois son idée élaborée sur papier digital, l'architecte pourra alors transférer le projet dans un logiciel de fabrication de plans techniques. Pour l'instant, Esquisse n'est encore qu'un prototype de recherche, mais qui sait, on pourrait imaginer disposer à terme d'un outil dédié aux créateurs de tout ordre, plus seulement des architectes, mais toute personne qui aurait envie de conserver l'impulsion créative tout en la puissance de calcul de l'ordinateur.
Une petite histoire que tu vas pouvoir suivre sur ton téléphone, vivre en real time avec ta mini-fille. Brice, tu possèdes un téléphone portable, je le sais. Je l'avoue. Est-ce que tu as des jeux? Est-ce que tu joues à des jeux? Je joue pas souvent, mais j'ai quelques jeux sur mon téléphone, ouais. Des petits jeux qu'on peut télécharger, ou des jeux qu'on... Même, tiens, j'ai Doom sur mon téléphone. Oui, mais bon, c'est un téléphone un peu spécial. Mais tu n'as pas de jeu belge et tu n'as pas de jeu spécialement fait pour les filles. Ah non, ça certainement pas. Sabine a créé ça. Pour les filles. Exactement, oui. Et qu'est-ce que c'est? Avant tout, on a créé un brand qui s'appelle Mini-Fizz et qui est un univers des petits personnages féminins, voilà, qui sont un peu moins stéréotypés de ce qu'on voit d'habitude, parce qu'en gros, on n'a pas grand-chose. Ce qu'on a, c'est l'American Action Hero, et de l'autre côté, on a les mangas asiatiques. Et donc nous, si tu dis Paris, Londres, Milan, Barcelone, etc., tu dis au fait rien d'autre que la mode, les arts, la littérature, la philosophie, les sciences, tout ça. Pour les mini-filles. Et à partir de là, on a créé différents jeux, dont il y en a un déjà disponible ici en Belgique, mais en même temps, il est aussi sur Orange UK, Turkcell et la Russie. Ah oui. Et c'est quoi ce jeu? Ce jeu-là, c'est plus ou moins une petite histoire que tu vas pouvoir suivre sur ton téléphone, vivre en real time avec ta mini-fille de ton choix. Dans ce cas-ci, c'est Nemephis. Et en quoi consiste ce jeu, le premier jeu qui est sorti? Donc le premier jeu Mini-Fizz Mission, c'est au fait une petite histoire que tu vas pouvoir vivre sur ton téléphone ensemble avec ta mini-fille. Tu vas vivre avec ton héroïne, quoi. Exactement. Donc l'aventure qu'elle vit, elle va te connecter, elle va transmettre ce qu'elle vit, elle va te transmettre des modules, des informations, etc. Et tu vas vivre réellement avec elle cette aventure. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui vont sortir, qui vont arriver? Le prochain est prévu pour sortir en avril. Ah, donc c'est très bientôt, ça. Exactement, oui. Et celui-là est très chouette aussi. C'est plutôt comme un plateforme plus classique, mais des aliens, des space shuttle, etc. Il n'y a pas? Non. Enfin, il n'y a pas. Par contre, la mini-fille va devoir joindre quelqu'un, elle a un rendez-vous, un meeting, elle va devoir être à temps avec le maximum de self-confiance en soi, et elle va devoir y aller à pied dans les grandes rues, les avenues de Paris, Barcelone. Et est-ce qu'elle va s'arrêter dans tous les magasins pour acheter des chaussures, pour acheter des trucs? C'est ça le problème, dès qu'elle est approche en magasin, ça dépend. Il y aura des petits trucs comme ça aussi. Jean-Paul Gaultier, des trucs comme ça. Oui. Moi j'ai vu que quand elle tombait sur une fontaine, elle devait absolument aller aux toilettes. Dans les 20 minutes après. Elle ne doit même pas nécessairement tomber sur la fontaine. Tout simplement passer devant fait qu'en effet, voilà, parfois ça peut influencer un tout petit peu et il faut vite essayer de joindre des petites toilettes. Alors comment est-ce qu'on peut se procurer ces jeux? C'est des jeux téléchargeables, donc tout simplement si tu es abonné Proximus ici en Belgique, pour l'instant ça marche qu'avec Proximus, les autres suivront. Tout simplement tu envoies Mini-Fizz Game et voilà, le jeu arrive. Si tu as un téléphone compatible, tu l'auras tout de suite. Si tu as un téléphone pas compatible, au fait il ne se passe rien. Mais tu payes rien non plus. Donc c'est en fait la façon la plus facile de le savoir. Et combien est le jeu quand on le reçoit? En général, ici en Belgique, c'est 5 €. Et c'est pour tous les téléphones couleur Java. Et une fois qu'on joue, on n'a plus à repayer. À chaque fois qu'on joue, on a le jeu. Pas du tout. Une fois payé, le jeu est dessus et voilà. Bon, mais c'est formidable. Donc vous êtes une fille, un téléphone, vous avez envie de jouer, essayez parce que c'est une exclusivité en Belgique. Sphinx, la fouine, a été modifié à coup de radioactivité. Donc il a des câbles qui résistent. On reste dans le jeu, on revient sur la console avec un nouveau jeu. Oui, un jeu très rafraîchissant, bourré d'humour, et ça fait quand même beaucoup de bien par rapport à tout ce qu'on connaît dans le monde des jeux vidéo. Un petit moment de dérision. Voilà. Plus trop de je te tire et tu meurs. Ouais, ça s'appelle Whiplash, qui est la traduction d'expression qui veut dire coup du lapin, et qui met en scène les aventures de Redmond et Sphinx. Déjà rien que les noms sont... Ah oui, non, mais le petit lapin il a à mourir de rire. C'est Redmond le lapin, et Sphinx...
Ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est cohérent. Je veux dire, sous couvert d'un truc complètement délirant, cartoonesque, il y a un message quand même assez à destination des expérimentations animales. En fait, c'est un peu contre la vivisection. Le truc, c'est que ce sont deux cobayes de laboratoire qui étaient à deux doigts de fusionner l'un avec l'autre, et chacun à la base ont reçu toute une série de modifications génétiques, puisque Genron, la société, raconte ça très bien. Excellent. Genron met au point des nouvelles améliorations à destination des hommes. S'échappe et il frappe tout avec le truc c'est que ce ne sont pas n'importe quels animaux puisqu'ils ont été modifiés. Redmond le lapin est un lapin indestructible. C'est pour ça qu'il le termine partout. Et Spanx la fouine a été modifié à coup de radioactivité, donc il a des câbles qui résistent. C'est ça qui est le truc qui il y a des fils. Alors le truc c'est que c'est basé sur ce tandem là, et la fouine prend le dessus et se sert du lapin pour dégommer tout ce qui passe, détruire tout, et en tout cas essayer de s'enfuir de ce labo. Et ils sont liés. Une chaîne d'1 mètre. Et donc ça donne lieu à des combinaisons tout à fait hallucinantes puisque... Alors ce que j'adore c'est que c'est un dessin animé, c'est un cartoon. Alors ils font des fausses scènes à la Matrix avec des dessins animés où tu vois la fouine dans l'air, avec le lapin qui bouge. Est-ce que tu incarnes la fouine, mais est-ce que tu peux incarner le lapin? En fait on dirige la fouine, c'est apparemment elle qui domine le jeu. On se sert du lapin pour le balancer. Et tu peux pas changer? Non. Ou bien par exemple également pour vu qu'il est indestructible. Complètement. Et ce qui est bien, c'est que ce lapin, quand même, fait toutes les 3 secondes une réflexion, genre et la tendresse bordel, ou des choses tout à fait. C'est un jeu vraiment où la dominante est l'humour, et ça fait du bien de temps en temps. Qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de moins bien? Ce qu'il y a de bien, c'est surtout ça. En plus, c'est cohérent, c'est pas amené n'importe comment. Il y a vraiment un ton très drôle. On n'arrête pas d'être couché par terre. Et c'est suffisamment bien fait, en tout cas, que pour passer au-dessus de la petite réalisation technique de ce jeu. Mais bon, tout est dans l'humour, dans le scénario, les gags, voilà. Et ça sort sur quoi? Surtout ça sort sur PlayStation et Xbox. Le seul truc qu'on regrette, c'est qu'il n'y a pas vraiment... En tout cas, ce tandem n'est pas exploité au-delà du... On a l'impression de jouer avec une seule personne et pas avec deux. On ne sent pas, comme on l'avait connu dans Ico, une gestion de la physique entre les deux personnages qui sont reliés par cette chaîne. Donc ici, ça ressemble en gros à un jeu de plateforme classique, d'action... action plateforme, on va dire, mais le fait que ce soit avec un tel humour et un tel assez sans fait qu'il tient la distance par rapport à tout ce qui se fait. Les phrases sont en français évidemment. La version est traduite. Et la version est bien traduite. l'humour fonctionne bien? Très bien. Et la version est vraiment bien traduite. Ça me fait un peu penser au film des frères Cohen, Oh Brother. Avec Georges Clooney. Ils sont enchaînés. Oui, mais ils ne servent pas. Non, pas vraiment. Moi j'aime bien la gueule du lapin. Et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, si vous n'avez pas la forme et qu'on vous a posé un lapin, jouez à ce jeu, vous allez bien vous marrer. Pour ce faire, il tire la chasse. Bon alors Brice, aujourd'hui bizarrement on reçoit Sam qui s'est déguisé en Olivier. Sam. Et non, c'est pas du tout mon prénom, c'est same. Yes. But different. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est la culture thaïlandaise, c'est un message très clair. Donc, quand ils disent qu'ils veulent dire c'est la même chose, donc mais c'est différent. Voilà, exactement. C'est pas different. Fais-nous un truc différent de la semaine dernière. Qu'est-ce que tu es venu nous présenter comme petit site décalé? Je vous parle en fait d'espace et de combat interstellaire. Si je vous dis